à la version longue. Cette semaine, je reçois Dr Priscilla Garot de Ambioterra, un organisme situé à Saint-Chrysostome qui travaille en environnement. Elle, c'est la directrice générale, une des cofondatrices, doctorat en sciences de l'environnement. Donc, on a vraiment parlé de biodiversité. On a parlé du coin de long en large, là, de tout ce qu'ils font comme protection, comme travail sur l'environnement, mais vraiment aussi sur la biodiversité, les corridors bleus, les corridors verts. Écoute, on a passé à travers pas mal tout ce qui a trait à l'environnement dans le coin. Ça a été vraiment une belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Alors, Dr Priscilla Garot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On s'était rencontrés. Moi, je ne suis pas bon avec le temps qui passe, mais ça fait au moins 4-5 ans. J'avais fait une émission, je faisais le tour des organismes et puis j'avais été voir Ambioterra. On avait été un peu sur le terrain. J'avais vraiment aimé cette émission-là. Je trouvais ça très intéressant. Mais c'est ça, on va commencer en fait. Ambioterra, ça s'intéresse à l'environnement, à la protection des trucs, mais de savoir, toi, personnellement, c'est quand que ça a commencé un peu cet intérêt ou cette sensibilité-là envers l'environnement? Tu sais, c'est quand, à un moment donné, ça t'a frappé de j'aimerais étudier là-dedans, j'aimerais faire de quoi, tu sais? Bien, moi, ça fait super longtemps. À 8 ans, je le savais que c'était ma mission de protéger la nature et que c'est ça que j'allais faire. Donc, j'ai par la suite étudié toujours en environnement. Donc, j'ai fait un baccalauréat en biologie, maîtrise et doctorat en environnement. Et pour moi, la meilleure façon de protéger la nature, la faune et la flore, c'était dans le secteur communautaire. Donc, j'ai œuvré au début bénévolement dans les organismes communautaires en environnement. Puis, en même temps, j'étais longtemps à l'université. Ouais. Donc, j'ai aussi enseigné du temps que j'étais au doctorat, la sociopolitique de l'environnement. Okay. Et puis j'ai fait plusieurs projets de recherche du temps que j'étais à l'université. Et en même temps, j'étais toujours dans le communautaire. Par la bande ou par du bénévolat ou... oui, puis par la suite... après ça, plus impliqué dans les... Oui, c'est ça. On va y revenir en Ambioterra, mais c'était-tu clair? Dans le sens, tu dis, à 8 ans, mais de dire, je vais étudier là-dedans, tu sais, c'est ça. Oui. Moi, c'était vraiment... C'était clair. C'était clair. Tu savais comme qu'est-ce que tu voulais faire pour... en disant qu'en étudiant là-dedans, je vais avoir ça t'amenait plus de connaissances, j'imagine. Oui. Donc, la biologie, puis c'est ça. Mais là, tu as parlé de sociopolitique, là, ça m'intéresse. En fait, c'est quoi ce cours-là, en fait, que tu enseignais? C'est ça. Dans le fond, je suis comme une première hybride de la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM, parce qu'avant moi, ils n'acceptaient pas au doctorat quelqu'un qui a plus un sujet de sciences humaines, entre parenthèses, en environnement. Donc, j'ai fait un baccalauréat en biologie, donc sciences pures. Puis, maîtrise, doctorat, c'était, dans le fond, c'est plus de la sociopolitique. Donc, j'analysais les blocages aux politiques environnementales au Québec. Donc, la maîtrise, c'était lié à la nouvelle gestion de l'environnement qu'on appelle gestion intégrée ou écosystémique de l'environnement. Donc, j'ai étudié les comités ZIP qui protègent le fleuve Saint-Laurent. Et au doctorat, c'était la gestion des déchets. Ah, OK. Ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai fait plusieurs études de cas au Québec, dont évidemment le cas de Mercier, qui est comme... évidemment. Ouais. L'accident, la catastrophe environnementale, une des pires en Amérique du Nord. Ouais, puis ça, c'est fou parce que moi, je viens de Sainte-Martine. Évidemment, quand j'étais jeune, on entendait parler, mais à chaque fois qu'on dirait qu'on mentionne que c'est la plus grosse en Amérique du Nord, je dis ouais, hein? À chaque fois, on dirait que je l'oublie. Puis tu sais, c'était juste là. Mais peut-être expliquer pour certaines personnes peut-être qui connaîtraient pas, en fait, Mercier.
Oui, c'est ça. C'est Qu'est-ce qui s'est passé? que, dans le fond, il y avait des lagunes. Dans les années 60-70, c'est comme l'environnement, ça commençait, ça débutait, l'intérêt. Et, dans le fond, il y a une compagnie qui a dit au gouvernement que, dans le fond, il allait faire disparaître, dans le fond, qu'il allait éliminer des déchets et toxiques. Donc, mais finalement, ils les ont pas éliminés, ils les ont enfouis dans les lagunes, alors que les lagunes, c'était la nappe phréatique, puis qui permettait d'avoir de l'eau potable à 6-7 municipalités alentour. Ouais, et donc, ces 6-7 municipalités-là, encore aujourd'hui, ne peuvent pas, dans le fond, bénéficier de l'eau potable dont ils l'avaient parce que c'est contaminé. Donc, ils sont raccordés à Châteauguay. C'est fou, on parle de 40, 50, ouais. J'ai de la misère avec les calculs mathématiques rapides, mais ça fait une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années que ouais, c'est ça, c'est fou. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, faire disparaître, enfouir, c'est comme... on le voit plus, c'est ça le but. C'est ça. Souvent ça. Puis souvent ça, on dirait le problème à l'environnement, c'est dès parce qu'on le voit pas nécessairement, tu sais, à moins qu'on l'a vraiment comme un déversement de pétrole ou tu sais, des déchets peut-être dans les rivières. Mais sinon, l'environnement, des fois, c'est peut-être un côté un peu, pas flou, mais je veux dire abstrait, que c'est peut-être facile. Ouais. Mais en tout cas, ça a été facile avant peut-être de faire comme, oui, mais c'est dans la terre, c'est pas grave. Mais tu sais, l'environnement, c'est l'eau, c'est la terre. Puis en même temps, on en a tous besoin pour survivre l'humain, mais on l'oublie. Ouais, c'est même ça. si c'est très proche. Donc, c'est ça. Fait que là, tu as enseigné un peu pendant les trucs, là. Communautaire, mais en Bioterra, c'est-tu vraiment là que ça a plus pris forme? En fait, c'est comment c'est arrivé cette idée-là? J'ai vu que c'est le 4 décembre 2002 que ça s'est décidé. Mais comment ça s'est dit, on se fait notre affaire, il faut s'activer? C'était quoi un peu le raisonnement? Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on était plusieurs étudiants de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM. Donc, on militait pour protéger l'environnement dans un groupe communautaire qui s'appelle le groupe de recherche d'intérêt public, un groupe étudiant. Et puis, il y a tout un volet protection de l'environnement. Puis, je militais aussi dans plein d'autres organismes environnementaux, mais à Montréal. Et puis, là, on quittait l'université, puis on voulait comme continuer, dans le fond, à protéger l'environnement, mais à l'extérieur des murs de l'UQAM. Donc, c'est ça. Fait que Ambioterra a été créé, dans le fond, pour continuer à protéger l'environnement à l'extérieur, sous la forme du communautaire. OK. Puis, mais tu as dit tantôt, c'est ça, que le communautaire, pour toi, c'était peut-être une des meilleures façons, en fait, de s'attaquer à des problèmes. Pourquoi tu dis ça? Parce que comme on le voit au niveau, mettons, quand on agit au niveau du gouvernement, il y a depuis 30-40 ans, on vient de voir le livre de Louis-Gilles Francoeur, l'ancien journaliste du Devoir qui a suivi l'actualité environnementale pendant 30 ans, qu'il y a moins de 0,05% du budget des gouvernements qui ont au Québec, qui vont à l'environnement. Donc, c'est évidemment insuffisant. Donc, c'est pas par le gouvernement, malheureusement, qu'on ça devrait. C'est par ça qu'il faut que ça passe, évidemment, mais de toute évidence, les élus n'ont pas encore compris ça. Et puis, au niveau l'autre moyen, dans le fond, de protéger l'environnement ou de travailler en environnement, c'est dans l'industrie privée. Puis je pense pas que c'est dans l'industrie privée que ça nous permet. Comment ça? Puisque leur intérêt, c'est de faire de l'argent. OK, donc, fait qu'il n'y a pas d'argent à faire, ce que tu dis en préservant les trucs. Tu sais. Non, dans le communautaire, notre intérêt, c'est pas de faire de l'argent, c'est que la communauté bénéficie du travail qu'on fait. Mais en même temps, c'est ça avec le communautaire, j'imagine que ça amène une structure qui est plus lousse, entre guillemets, qui permet de virer, de se dire, OK, on va peut-être faire ça, en tout cas, de s'orienter de manière un peu plus libre. Peut-être. Oui, c'est ça, d'y aller selon les problématiques qu'on voit sur le terrain. Donc, en Bioterra, c'est quoi exactement sa mission, en fait? C'est parce que c'est ça, des fois, on parle d'environnement, de protection de l'environnement, mais
moi, je regarde ça d'un truc un peu extérieur, puis on dirait que des fois, c'est gros. Tu sais, mon Dieu, il y a tellement d'affaires à faire. Par où on prend ça? Fait que moi, c'est ça, qu'est-ce qu'Ambioterra fait? Et pourquoi vous avez choisi, en fait, d'aller vers cet axe-là? Ambioterra, notre mission, c'est de protéger la biodiversité, puis particulièrement les espèces en péril, parce qu'en protégeant les espèces en péril, qui sont les espèces plus sensibles à dégradation d'environnement, mais ça permet de protéger les autres espèces qui sont moins vulnérables, comme l'humain, on en fait partie. Donc, c'est une des raisons. Puis aussi, notre bureau est à Saint-Chrysostome, donc on voulait aussi, dans le fond, s'adapter à la réalité de la Montérégie-Ouest. Puis, on ne voulait pas faire, évidemment, des choses que d'autres organismes déjà environnementaux font dans la région. Donc, une des façons, c'est de protéger l'environnement, ça a été notamment de passer par la protection des espèces en péril. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple de notre projet de protection de la faune aquatique en péril, mettons, en Montérégie-Ouest. Dans le fond, c'est que dans nos cours d'eau, il y a une espèce, mettons, qu'on appelle le fouille-roche gris, qui est un petit poisson que personne ne connaît, mais qui est une espèce, c'est comme en péril selon le gouvernement du Canada et du Québec. Et puis, donc, on a pris au début cette cible-là et on s'aperçoit que, dans le fond, les cours d'eau ici, comme, bon, tout le monde connaît la Châteauguay, mais la Châteauguay, c'est un grand territoire où il y a des centaines de cours d'eau qui se jettent dedans. Et puis même si elle prend sa source aux États-Unis, quand même, les analyses de qualité de l'eau démontrent que c'est vraiment au Québec qu'on contamine la Châteauguay. Donc, par exemple, la rivière des Anglais, qui est un des principaux cours d'eau qui se déverse dans la Châteauguay, à la frontière avec les États-Unis, la qualité de l'eau est bonne. Puis là, plus qu'on va dans la plaine du Saint-Laurent, donc évidemment en milieu agricole, plus ça contamine. Donc, l'eau est bonne dans les municipalités transfrontalières avec les États-Unis et elle devient de mauvaise à très mauvaise rendue à Châteauguay. OK, rendu là. Donc, notre projet, dans le fond, c'est d'accompagner les propriétaires, principalement parce que, dans le fond, la tenure des terres en Montérégie-Ouest, c'est privé à 98 Donc, les terres publiques, ça représente même pas 2 Donc, l'idée, c'est que en accompagnant les propriétaires privés à protéger les milieux naturels que sur leur terrain et la faune, parce que la faune y vit. Donc, ça permet de réduire l'impact que les communautés humaines ont sur l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a notamment choisi cette espèce-là, le fouille-roche gris. Et de la même manière, notre autre projet qui s'appelle le projet Corridor bleu-vert, c'est de la même manière, c'est qu'on s'aperçoit, si on prend une carte, mettons forestière, qu'il y a de la forêt il en reste juste comme à peu près dans les municipalités transfrontalières de la même façon. J'allais sur votre site web, j'ai regardé justement une map, ou je ne sais pas si c'est dans un des PDF, un truc que vous aviez, mais de voir la map, c'est assez frappant. Là, c'est ça, fait que vraiment... Franklin, Havelock, même plus bas, là, mais Hemingford, c'est vraiment vert. Là, on voit que ça disparaît. Il y a des petites bandes ici et là. C'est là, ça. mais... Fait que l'idée du projet Corridor bleu-vert, c'est de protéger les milieux naturels qui restent encore. Puis aussi, cette forêt-là, dans le fond, qui est comme le mont Covey Hill, c'est ça. puis qui s'étend. Là, mais dans le fond, c'est comme les poumons à protéger là, de la Montérégie-Ouest, qui permet évidemment de filtrer l'air puis fixer le carbone avec les changements climatiques, mais qui est aussi un habitat pour la faune et la flore. Puis c'est aussi la principale nappe aquifère pour l'eau potable de la région. Donc, c'est ça. Fait qu'en première étape, de protéger ce secteur-là et de restaurer, dans le fond, des corridors, faire reboiser, faire des bandes riveraines, jusque, dans le fond, au nord, vers le fleuve Saint-Laurent. OK. Mais on va commencer par la partie protection, là, parce que là, ça a ouvert comme deux branches.
Mais comment on s'y prend? Parce que, tu sais, là, je sais qu'il y a déjà le fameux 17 que j'entends depuis des années, là, en suivant ici là, les MRC qui se font dire par le gouvernement du Québec, il faut protéger 17 d'espace vert, de forêt. Mais dans la Montérégie-Ouest, il reste combien? Là, j'ai vu un 30 mais c'est encore à date, là. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de protection. Ouais, non, mais c'est pas protégé, mais qu'on a un potentiel. Comme on a un couvert forestier de combien, peut-être? Présentement. Au niveau du couvert forestier, je m'en souviens pas, mais on n'a pas atteint le 17 de protection, là, ça, c'est pas mal sûr. Parce que ça fait longtemps qu'ils martèlent ce fameux chiffre-là, mais on dirait que c'est ça, des fois, c'est comme le gouvernement en haut dit 17 il passe la commande, mais après ça, tu fais comme plus ça descend, moins il y a d'argent attribué à ça. Les villes sont laissées à faut que vous fassiez ça. OK, mais tu veux qu'on fasse ça comment? Si on a juste les taxes foncières. Comme c'est ça, comment tu veux qu'on le fasse? C'est pas que des fois, peut-être certains maires, certaines mairesses, il y a peut-être moins d'intérêt, mais il y a aussi la capacité de le faire. Je veux dire, comment qu'on s'y prend pour lever cet argent-là d'un coup? Ou sinon, comment vous prenez pour le côté protection de ce qui est déjà là? Donc, nous, quand on parle de protection, il y a plusieurs niveaux. Donc, ça va tout simplement, dans le fond, comment on procède, c'est que, évidemment, la première des étapes, dans le fond, c'est d'acquérir des connaissances sur le territoire. Donc, de voir où sont justement les milieux forestiers, où il y a de la restauration à faire, au niveau des espèces en péril, et puis au niveau de la qualité de l'eau. Donc, d'un coup, justement, qu'on sait, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut protéger et qu'est-ce qu'il faut restaurer. Bien là, dans le fond, on se fait on fait de la recherche, puis on a des zones prioritaires à protéger ou à restaurer. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de recruter les propriétaires, dans le fond, à participer à nos projets. Puis par la suite, quand ils sont intéressés, ben nous, on leur offre, dans le fond, un service gratuit d'accompagnement. Fait qu'on fait, dans le fond, une caractérisation des différents milieux naturels puis des inventaires de leur terrain. Donc, s'ils ont un milieu forestier, on va faire un inventaire forestier. On va leur dire comment faire pour améliorer la biodiversité puis leur forêt. Pour leur milieu humide, la même chose. S'ils sont riverains, on va faire dans le fond, caractériser la bande riveraine, leur dire quelles plantes indigènes ils peuvent c'est comme semer pour faire la bande riveraine. Donc, on leur met un diagnostic qu'on appelle un rapport qu'on appelle un cahier du propriétaire et avec des recommandations pour chacun des milieux et des espèces qu'on va avoir retrouvées. Et par la suite, ben là, ils peuvent, au niveau de la protection, ça va de simplement signer une déclaration comme quoi qu'ils s'engagent moralement à protéger. Et puis là, ben, il y a différents degrés, justement, quand on parle d'air protégé. Mais là, c'est le dernier niveau de protection où là, on protège pour 20 ans, 40 ans. Mais c'est pas la seule façon, évidemment, de protéger l'environnement. C'est une des options. Nous, on est pour, dans le fond, une gestion intégrée. Fait que c'est pas essentiel de protéger à long terme. C'est comme le 17 de la politique, c'est un minimum, mais c'est pas du tout atteint dans le sud du Québec. C'est clair, mais en fond, c'est pas nécessairement obligatoire aussi. Si, mettons, il y a beaucoup de gens qui font un espèce de truc un peu moral. Exactement. Puis si les municipalités, ben, ils appliquent leur